Pour moi, les principaux points de friction se situent en amont du financement. C'est-à-dire que c'est dans la structuration interne des entreprises, dans la faiblesse des compétences managériales, le coût des facteurs de production et la lourdeur des procédures administratives. Mais quand on fait un diagnostic du secteur privé, effectivement, on voit que le premier problème du secteur privé, c'est le financement. Il n'y a pas de transmission au niveau donc, du tissu entrepreneurial. On sait qu'au niveau donc, de l'Afrique même subsaharienne, 90% des entreprises ce sont des PME. Elles continuent vraiment pourtant à faire face à un déficit de financement qui est estimé à plus de 330 milliards de dollars sur le continent. Moins de 20% des PME africaines ont accès à un financement formel. On a tendance à dire que le secteur privé, c'est le moteur de la croissance. Et que donc, forcément, s'il y a croissance économique, ça veut dire qu'il y a développement secteur privé. Là, je viens de vous démontrer qu'au niveau de l'UEMOA, on a une bonne dynamique au niveau croissance économique, mais on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup à faire pour le secteur privé. Mais même lorsque le financement existe, il est souvent inadapté. Soit il est trop court-termiste, soit il est trop exigeant en termes de garantie, ou bien il est déconnecté en termes de besoins en matière de structuration et d'industrialisation, ce qui caractérise vraiment le passage à l'échelle justement. Ça illustre vraiment le problème de l'accès qui est structurel. On voit que les banques commerciales privilégient les prêts aux États et aux grandes entreprises, exigent des garanties qui sont souvent inaccessibles pour les PME. Mais au-delà de cet accès-là, il y a l'inadéquation donc des instruments financiers qui est un blocage majeur. Et les États de l'UEMOA ont levé 11 858 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics en 2025, soit une hausse de près de 46% par rapport à l'année d'avant, ce qui illustre un effet d'éviction où les ressources financières sont absorbées par la dette souveraine, plutôt que d'être canalisées vers le secteur productif. Merci. Bonjour et bienvenue dans le Terrain Parle. Je suis Raoudat Aminou, la fondatrice d'Entourage. Entourage est une plateforme qui démocratise l'accès à l'expertise de haut niveau en Afrique et dans la diaspora pour permettre aux entrepreneurs et aux dirigeants de prendre de meilleures décisions plus vite et avec une compréhension fine du terme. Avec le Terrain Parle, nous avons voulu créer un espace pour décrypter des sujets que beaucoup vivent au quotidien, mais qui restent souvent mal compris, mal expliqués ou simplifiés à l'extrême. Ici, on parle du terme, de ce qui se passe réellement au-delà des discours, des intentions et des cadres théoriques. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central pour l'avenir économique de l'Afrique de l'Ouest, le passage à l'échelle du secteur privé. Depuis plusieurs années, les réformes se multiplient, les dispositifs de financement existent, les politiques publiques évoluent. Et pourtant, sur le terrain, beaucoup d'entreprises peinent encore à franchir un cap décisif, celui du changement d'échelle. Alors, une question se pose aujourd'hui. Pourquoi le secteur privé en Afrique de l'Ouest peine-t-il encore à changer d'échelle malgré les financements et politiques publiques en place? Pour en parler, aujourd'hui, nous recevons Madame Kadi Ndiaye. Kadi, bonjour. Bonjour. Kadi est une experte reconnue du développement du secteur privé en Afrique de l'Ouest. Formée en intelligence économique et en développement et financement du secteur privé, Kadi évolue depuis plus de 15 ans à la croisée des politiques publiques, de la compétitivité des entreprises et de la structuration des écosystèmes économiques. Rien que ça. Elle est aujourd'hui directrice du secteur privé à la commission de l'UEMOA, où elle pilote des initiatives majeures liées à l'industrie, à l'artisanat, à la qualité et à la promotion des investissements, ainsi qu'à la compétitivité régionale et à l'amélioration du climat des affaires. Kadi observe le développement du secteur privé de l'intérieur, à la fois du point de vue des entreprises, des institutions et des politiques économiques, avec une lecture très fine des contraintes réelles du terrain. Dans cet échange, il ne s'agira pas de dresser un constat pessimiste ni de désigner des responsables, surtout pas. Il s'agira de comprendre pourquoi le passage à l'échelle reste complexe, quels sont les freins systémiques encore à l'œuvre et quelles conditions concrètes permettent au secteur privé de devenir un véritable moteur de croissance durable et inclusif. Kadi, merci d'être avec nous. Avant d'entrer dans les questions, Kadi, j'aimerais d'abord te laisser poser le cadre de cette problématique centrale de l'échange. Pourquoi le secteur privé en Afrique de l'Ouest peine encore à changer d'échelle
malgré les financements et les politiques publiques en place. Qu'est-ce que tu en penses de cette problématique au-delà bien sûr des discours dominants qu'on entend partout? Merci Raoudat. Permets-moi avant de répondre à cette problématique, de remercier Entourage, remercier et féliciter Entourage parce que effectivement c'est une initiative très noble à encourager. Personnellement, j'apprécie énormément donc de pouvoir être expert au niveau d'Entourage, sachant que c'est non seulement ça permet d'agrémenter, on va dire, ma réflexion personnelle, et ça me permet également suite aux échanges avec les différents membres du réseau, donc de remonter les préoccupations utiles donc dans mon travail au quotidien, donc pour le développement et le financement du secteur privé au niveau de l'UEMOA. Pour en revenir donc à la problématique, pourquoi le secteur privé en Afrique de l'Ouest peine encore à changer d'échelle malgré les financements et les politiques publiques en place. J'aimerais dire que je vais me focaliser sur ce que je connais, c'est-à-dire pour moi au niveau de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est la CEDEAO, mais c'est surtout sur l'UEMOA. UEMOA, je pense que tu l'as indiqué, je travaille dans l'UEMOA depuis presque 16 ans. Et donc c'est vraiment un espace que je maîtrise, qui connaît une trajectoire de croissance remarquable. Il faut savoir que l'UEMOA est une des zones les plus dynamiques au niveau du continent africain. En 2025, le PIB réel a progressé d'environ 6,7%. Donc, on a vu que le climat des affaires aussi s'est globalement amélioré, avec un indice qui s'est maintenu au-dessus de sa moyenne tout au long de l'année. Donc, on voit que c'est vraiment un espace très dynamique. Hein. Mais malgré cette dynamique, on se rend compte que il y a pas de transmission au niveau donc du tissu entrepreneurial. On sait qu'au niveau donc de l'Afrique même subsaharienne, 90% des entreprises ce sont des PME. Elles continuent vraiment pourtant à faire face à un déficit de financement qui est estimé à plus de 330 milliards de dollars sur le continent. Moins de 20% des PME africaines ont accès à un financement formel. Donc c'est vous dire vraiment qu'il y a un décalage entre les discours dominants qui résident dans le fait qu'on confond souvent croissance économique et développement du secteur privé. On a tendance à dire que le secteur privé c'est le moteur de la croissance et que donc forcément s'il y a croissance économique ça veut dire qu'il y a développement secteur privé. Là je viens de vous démontrer qu'au niveau de l'UEMOA on a une bonne dynamique au niveau croissance économique. Mais on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup à faire pour le secteur privé. Ce décalage aussi peut être dû au fait que la croissance peut être tirée pas forcément par les PME, mais c'est plus par les industries extractives, les investissements publics, les services non marchands, sans pour autant vraiment que les PME ou bien les industries locales soient, ou même je dirais TPME, soient les principaux bénéficiaires. À notre niveau, on a vraiment pris en charge cette problématique-là. Et donc, on essaye, à travers notamment un plan stratégique qu'on appelle Impact 2040, de travailler précisément à combler cet écart qu'il y a entre le développement donc économique et le développement de notre secteur privé. On a ciblé 13 écosystèmes moteurs de la transformation structurelle. Je pourrais bien sûr y revenir plus tard. Voilà, de manière globale, moi je dirais que pour poser le message clé de cette problématique, c'est qu'on a une croissance macroéconomique qui est réelle et soutenue et précisément sur la zone UEMOA, mais que cette croissance-là ne se traduit pas automatiquement par un changement d'échelle du secteur privé et que le vrai décalage se situe entre les indicateurs agrégés, la réalité vécue également donc par les entreprises au quotidien. On pourra y revenir bien évidemment. Kadim, merci déjà pour ce cadre que tu poses et ça me permet de sauter sur la première question que tu as déjà commencé à un petit peu aborder. Sur le terrain, où est-ce que tu observes aujourd'hui les premiers points de friction qui empêchent les entreprises de réellement changer d'échelle en Afrique de l'Ouest? Merci Raoudat. L'avantage que j'ai, c'est que je suis effectivement assez proche. J'essaie en tout cas d'être assez proche des entreprises. Et pour moi, je dirais qu'il y a, on va dire, 3 freins majeurs. Le premier frein qu'on va observer, c'est au niveau donc du déficit de structuration interne même des entreprises. Beaucoup de PME ouest-africaines fonctionnent de manière informelle, faut le dire. Sans comptabilité rigoureuse, il n'y a pas de planification, il y a vraiment beaucoup d'insuffisance, même au niveau managérial. Et cette insuffisance-là fait que au niveau des banques commerciales ou des investisseurs, des potentiels investisseurs, il y a eu des difficultés à pouvoir se projeter dans une trajectoire de croissance. Donc les banques sont frileuses, elles n'ont pas envie vraiment de pouvoir
accompagner nos entreprises. Il y a également des incubateurs et des accélérateurs qui sont mis en place, qui jouent un rôle croissant pour combler ce déficit que l'on constate. Mais malheureusement, leur couverture reste aussi limitée. D'ailleurs, nous, à notre niveau, on est en train de travailler sur une réflexion pour pouvoir avoir un incubateur UEMOA et voir comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ces incubateurs jouent pleinement leur rôle. Voilà, on va dire ça comme ça. Le deuxième frein que j'ai envie de citer, c'est le coût des facteurs de production. On a fait une étude sur le coût des facteurs de production. On sait que, je vais citer l'énergie, la logistique, ce sont vraiment des éléments qui constituent des charges disproportionnées qui érodent même la compétitivité des entreprises dès qu'elles tentent de passer à l'échelle. Vous allez voir que les entreprises ont besoin d'avoir justement accès à l'énergie ou avoir des moyens de déplacement moins coûteux et moins incertains pour pouvoir tenir, par exemple, dans les délais, les engagements de livraison, notamment dans le cadre de l'intégration des chaînes de valeur structurées. Sur ce point-là, j'aimerais utiliser le fait que je sois justement connectée avec toi, Raouda, pour féliciter quand même la commission de la CEDEAO. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais depuis janvier 2026, il y a une suppression des taxes non directement liées au transport aérien. C'est vrai que c'est plus le transport intra-régional, ça va être plus pour les entreprises du transport par route et tout ça, mais c'est quand même à saluer parce que ça veut dire que déjà il y a des efforts qui sont en train d'être faits en termes de prise de décision. Parce qu'en termes de pratique, je pense que on est en février 2026, je pense que ça n'a pas encore commencé à être vraiment réellement mis en... Ouais. Bon, maintenant, le troisième et dernier point voilà, pour moi, c'est la persistance des barrières administratives et réglementaires. On a, on a beaucoup engagé beaucoup de réformes. Et on essaye de poser un cadre avec des mesures normatives et réglementaires pour faire en sorte que justement les procédures soient simplifiées. Mais pour moi, c'est vraiment un chantier qui reste inachevé, qui affecte directement la capacité de nos entreprises à croître, leur capacité même à se formaliser. C'est tellement difficile pour une entreprise de pouvoir rien que entreprendre les démarches d'abord pour exister et puis ensuite vous allez avoir toutes les questions de fiscalité. Donc vraiment, pour moi, c'est un frein. C'est vraiment un frein. On voit que, par exemple, dans plusieurs pays de l'UEMOA, le BTP et l'industrie continuent de signaler de réelles difficultés. Il y a eu des enquêtes de la BCAO qui ont indiqué que l'activité dans le secteur du BTP restait dégradée dans plusieurs pays. Je vais éviter de citer des pays. Donc nous, on est en train effectivement d'entamer. On a même écrit un projet qu'on a intégré dans un programme qui s'appelle le WARDIP. Donc j'ai eu l'honneur de pouvoir être nommé coordonnateur de ce projet de 12 millions de dollars avec la Banque mondiale. Yeah. Lors des actions de WARDIP, on a inséré un projet justement, une action relative à la simplification des procédures administratives. Merci, Cathy, déjà pour cette première cartographie des freins principaux, selon Voilà. toi. Parce que ce que je note, c'est que tu n'as pas parlé de financement. Et ça m'amène à ma Alors, prochaine mais question. écoute, en fait, pour moi, pour moi, les principaux points de friction se situent en amont du financement. C'est-à-dire que C'est c'est ça. dans la structuration interne des entreprises, dans la faiblesse des compétences managériales, le coût des facteurs de production et la lourdeur des procédures administratives. Mais quand on fait un diagnostic du secteur privé, effectivement, on voit que le premier problème du secteur privé, c'est le financement. C'est ça. Et c'est ça ma question, du coup, Cathy. On parle beaucoup d'accès au financement. Selon toi, est-ce que le problème est-il encore l'accès au financement ou plutôt l'adéquation des financements avec les besoins réels du passage à l'échelle? Bon, euh, j'ai envie de te dire, Raoudat, que le problème est double, voire triple. Ah, ah. C'est-à-dire que pour moi, l'accès, c'est une réalité, hein. C'est une réalité pour la majorité de nos entreprises. Je vais dire des PME, parce que comme je l'ai dit, hein, 90% de nos entreprises sont des PME. Mais même lorsque le financement existe, il est souvent inadapté. Soit il est trop court-termiste, soit il est trop exigeant en termes de garantie, ou bien il est déconnecté en termes de besoins en matière de structuration et d'industrialisation, ce qui caractérise vraiment le passage à l'échelle, justement. Oui. Euh, et pourquoi je dis triple? Il y a aussi le problème pour moi de la méconnaissance de l'existant.
C'est-à-dire que il y a des financements qui peuvent exister, qui peuvent être adaptés, mais qui sont pas connus Oui. par les entreprises. La faute est double. Peut-être qu'on diffuse pas assez l'information, mais aussi peut-être que les entrepreneurs ne vont pas assez chercher l'information. Hier, j'étais en train de regarder, j'ai vu que la Banque mondiale, il y a 10 banques multilatérales. Banque mondiale, BAD, Banque asiatique, Banque européenne, qui ont mis en place une plateforme de cofinancement. Rauda, tu es dans le privé. Est-ce que tu savais que cette plateforme existe et qu'elle fonctionne avec plusieurs projets déjà qui sont en train d'être mis en place? Mais pas, non. Non. Problème Tu vois. d'information. Voilà. Donc, on a vraiment un déficit de financement des PME en Afrique subsaharienne qui est estimé selon la SFI à 331 milliards de dollars par an. Ça illustre vraiment le problème de l'accès qui est structurel. On voit que les banques commerciales privilégient les prêts aux États et aux grandes entreprises, exigent des garanties qui sont souvent inaccessibles pour les PME. Mais au-delà de cet accès-là, il y a l'inadéquation donc des instruments financiers qui est un blocage majeur. Le passage à l'échelle, pour moi, nécessite vraiment du capital patient, des maturités longues, des périodes longues, un accompagnement technique. Or, ici, on voit que l'essentiel de l'offre va vraiment rester concentré sur du crédit court terme. C'est ça. Euh, les États de l'UEMOA ont levé 11 858 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics en 2025, soit une hausse de près de 46% par l'année d'avant, ce qui illustre un effet d'éviction où les ressources financières sont absorbées par la dette souveraine, plutôt que d'être canalisées vers le secteur productif. Merci, c'est là que j'allais en venir. Mais avant que j'en arrive là, comme je connais pas la plateforme là, est-ce que tu peux avoir le nom de la plateforme dont tu as parlé pour que les entrepreneurs comme moi, on aille regarder? Ça a été lancé en avril 2024. Si vous tapez sur même le site sur Google, hein, vous tapez plateforme mondiale de cofinancement, avril 2024, et ça vous dira donc justement, je pense que ça vous donnera un lien vers le lien de la plateforme. Mais je t'enverrai le lien que tu pourras partager avec le réseau Entourage avec plaisir. Avec plaisir. Ah, il y a dans la lecture de l'interview, cher auditeur. Tu vois, tu as dit quelque chose de D'accord. soulever. Tu as dit 11 milliards, je crois, hein, ont été levés, mais la 11. majorité, ça va pour la dette des États. Donc, moi, ma question pour toi, Kadi, c'est simple. Dans quelle mesure l'amélioration du climat des affaires, parce qu'on peut penser que comme on lève beaucoup d'argent, ça va dans l'amélioration du climat des affaires, dans quelle mesure ça se traduit concrètement par un gain de compétitivité pour les PME et les industries locales? En fait, nous, on a même une initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires. Pour moi, les réformes qu'on engage dans le cadre de ces initiatives-là produisent des avancées normatives et réglementaires réelles. Le problème se situe au niveau de leur traduction en matière de gain de compétitivité concret pour les PME. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas seulement de réformer. Le cadre, on le réforme. Si c'est sur le papier, on est très fort. Donc, si c'est de structurer, d'avoir un cadre. On a au niveau de l'UEMOA un organe consultatif qui s'appelle la Chambre consulaire régionale qui nous permet de remonter directement les préoccupations du secteur privé et de les transformer ou en tout cas de les traduire en réformes. Donc, on constate vraiment des progrès significatifs en matière d'harmonisation réglementaire, en matière de normes existantes, de directives, décisions, règlements. On a adopté des réformes budgétaires pour fixer le plafond du déficit public à 3% du PIB pour l'ensemble des États UEMOA en décembre 2025. Donc, vraiment, il y a une discipline macroéconomique. On a un dispositif de surveillance multilatérale, un pacte de convergence macroéconomique. Mais il y a vraiment cet écart qui existe entre le cadre normatif et la réalité vécue par les entrepreneurs. Vous allez avoir les procédures douanières, les contrôles routiers, les délais de raccordement aux services publics, les textes communautaires déjà même qu'on ne connaît pas, mais qui ne sont même pas appliqués. Donc, même si nous, on a fait un répertoire et tout, mais même ça, je vais te dire, Aouda, encore, est-ce que tu savais qu'il y avait un répertoire qui existe? Non. Donc, pour une PME qui cherche... notre réalité. C'est déconnecté de notre réalité à nous, les entrepreneurs sur le terrain. Justement, une PME qui cherche à changer d'échelle, ce qu'elle va regarder, c'est la prévisibilité et la rapidité de l'environnement réglementaire et puis c'est ce qui va faire la différence. Pas seulement le fait que les textes existent. Les textes peuvent exister. Si c'est ça, vraiment, on a fait le travail. Mais il faut qu'elle puisse déjà les connaître, que ce soit efficace, qu'elle puisse appliquer et
que grâce à ça, elles puissent être en mesure et en capacité de faire face à la concurrence. On a au niveau, par exemple, est-ce que tu savais sur les partenariats publics-privés? Moi-même, avec mon équipe, on a écrit une stratégie pour encadrer les PPP. On a une définition UEMOA des PPP. On a un des textes réglementaires. Au niveau de ces textes, les dispositions juridiques de ce texte font qu'on a ce qu'on appelle la préférence communautaire et on a même un pourcentage des PPP qui est réservé aux entreprises communautaires. Ok. Mais les gens ne savent pas. Définis une entreprise communautaire au cas où. Mais l'entreprise communautaire, en fait, ça, c'est une entreprise. Nous, on n'est pas dans le concept. On est vraiment dans l'esprit intégration régionale. Une entreprise qui est matriculée au niveau du RCS, au niveau des 8 pays de l'UEMOA, est une entreprise communautaire. Parfait. On a essayé de faire en sorte que vraiment ce soit une définition basique, simple, qui se trouve au niveau donc de la stratégie PPP. Et à ce niveau-là, on est allé vraiment sur le fait que vous soyez immatriculé au niveau donc de l'UEMOA, fait que c'est une entreprise qu'on estime être communautaire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats au niveau de la nationalité du propriétaire, etc. Mais bon, nous on a essayé. Vous savez, au niveau de l'UEMOA, souvent quand on fait certains textes, ce sont des directives, des guidelines. Et maintenant, chaque pays essaye de transposer ça au niveau de sa législation nationale en tenant compte de la directive globale. Et des fois en améliorant un peu ou bien en tout cas en adaptant un peu en fonction donc de sa réalité. Non, c'est très intéressant. En tout cas, déjà, merci de ne pas être langue de bois. Kadi, c'est ce que j'adore pour l'instant chez toi. Tu n'es pas langue de bois. Tu dis les choses comme elles sont. J'ai une question pour toi, Kadi, parce que quand on parle de passage à l'échelle, notamment pour une entreprise communautaire, c'est qu'elle peut s'agrandir sur les différents pays, les 8 pays de l'UEMOA, n'est-ce pas? Pourquoi aujourd'hui la question de la structuration des chaînes de valeur régionales? Pourquoi ça reste toujours si difficile, alors même qu'elle est essentielle au changement d'échelle des entreprises? Je sais que tout à l'heure, tu as parlé de quelques exemples déjà, les transports, la logistique, mais fondamentalement, pourquoi ça reste toujours si difficile aujourd'hui, cette structuration des chaînes de valeur régionales? Très bien. Est-ce que tu sais qu'au niveau de l'UEMOA, les échanges intracommunautaires, le taux d'échange est estimé à, on est toujours, hein, depuis, je ne sais, 1900 combien? À 12-13%. C'est-à-dire c'est un niveau tellement faible qui traduit vraiment un problème. Donc, premier obstacle, les barrières non tarifaires. La méconnaissance des textes, j'insiste dessus parce que les opérateurs économiques ne connaissent pas les textes, les agents aux frontières ne connaissent pas les textes. Les procédures même d'obtention des certificats d'origine sont encore lourdes alors qu'il y a toute une documentation qui est disponible à notre niveau. Donc, malgré l'existence de ce qu'on appelle le schéma de libéralisation des échanges au niveau même de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, et la taxe préférentielle communautaire au niveau de l'UEMOA, les échanges intracommunautaires sont faibles. Pour moi, ça, c'est déjà un premier obstacle. Le second obstacle, je dirais, tu l'as dit, hein, le déficit d'infrastructures logistiques et énergétiques. Si vous n'avez pas de corridor de transport fiable, vous n'avez pas de chaîne du froid, vous n'avez pas de plateforme logistique régionale, mais comment vous allez structurer des filières agroalimentaires ou industrielles à l'échelle de 8 pays? Je reste encore dans ma dynamique que moi. Nous, on a, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a fait un plan. Et vraiment, c'est pas pour jeter des fleurs à mon président, mais vraiment, je trouve que c'est une brillante. Ce plan-là, Impact 2030, parce qu'il insistait sur ce terme-là, Impact. C'est vraiment sortir de nos bureaux pour aller impacter les populations. Et ce plan identifie clairement cette dimension-là comme un axe prioritaire avec des investissements malheureusement considérables, lourds, mais on essaye vraiment au niveau de ce plan-là de faire en sorte que ce soit réaliste avec des délais de réalisation bien sûr un peu longs, mais réalistes. Le troisième obstacle que j'ai envie de citer, c'est la coordination entre les acteurs. Vous voulez une chaîne de valeur régionale, il faut qu'il y ait un dialogue permanent. D'abord, premier point, dialogue permanent entre les privés eux-mêmes. Producteurs, transformateurs, distributeurs, banques commerciales, donc institutions financières, etc. Et puis, on intègre aussi maintenant le dialogue permanent
entre le privé et le public. Donc, on insère maintenant les régulateurs, les gens comme nous qui sont là pour écrire la réglementation, etc. Ce dialogue permanent qu'on appelle dialogue public-privé et qu'on est en train d'ailleurs, donc nous on a fait cette semaine à Cotonou d'ailleurs, à date. Mon équipe était à Cotonou du 9 au 11 en train donc de travailler avec tous les experts pays sur la mise en place de la plateforme régionale de DPP. Pour nous vraiment, ça constitue un point essentiel qui va nous permettre d'être efficaces, notamment dans le cadre de la ZLECAf, qui est une opportunité. Oui, parce que la BAD estime que la ZLECAf pourrait accroître les exportations africaines de 560 milliards de dollars d'ici 2035. Mais si vous voulez vraiment que ça fonctionne, il va falloir structurer des chaînes de valeur régionales et pour ça, lever les 3 obstacles systémiques que je viens de citer, à savoir la fragmentation des normes des marchés, l'insuffisance des infrastructures de connexion et la faiblesse de coordination entre les acteurs publics et privés à l'échelle régionale. Cathy, merci pour ces conseils-là. En tout cas, tu nous dis ce qu'il en est. Maintenant, chacun n'a qu'à appliquer, chacun n'a qu'à faire ses devoirs. Moi, c'est ce que j'apprends par là. Mais j'aimerais bien une petite note d'optimisme, si on peut, Cathy. Si tu devais identifier une ou 2 priorités clés pour permettre au secteur privé de réellement changer d'échelle dans les prochaines années, lesquelles seraient-elles? La première priorité, je vais essayer d'aller sur, tout à l'heure on a dit le nerf de la guerre, c'est quoi? L'argent, le wari, le khalis, le financement. Donc pour moi, la première priorité, ça va être d'essayer de réorienter l'architecture financière régionale vers le secteur productif, avec des instruments adaptés au temps long de l'industrialisation. Vraiment, si on veut aller vers du développement économique et qu'on veut vraiment dire que le moteur de la croissance, c'est ce secteur privé, on peut pas rester dans les PME. Il faut qu'on essaye d'aller petit à petit, progressivement vers l'industrialisation. Et donc, ça implique bien évidemment de réorienter les banques, notamment de développement, vers le financement des PME, de mettre en place des mécanismes de garantie adaptés, de développer tout ce qui est capital patient, capital investissement. Et donc, bon, pour moi, vraiment, c'est la première priorité. Ça va être de travailler sur tout ce schéma, toute cette architecture financière, comme je dis, pour qu'elle soit vraiment au service du secteur privé productif. Voilà. Maintenant, la deuxième priorité, c'est l'intégration effective des marchés régionaux. Le changement d'échelle, en fait, il peut pas se faire, pour moi, hein, dans le périmètre seul du marché national. C'est vrai que moi, je suis très esprit intégration régionale. Je suis dedans, je suis née dedans. Mais pour moi, il faut que les entreprises puissent produire, transformer et distribuer à l'échelle déjà des 8 pays. On parlait tout à l'heure du taux d'échange intracommunautaire. Déjà, on voit qu'il y a... Donc déjà, entre nous, il faut qu'on puisse être capable de stimuler ces échanges-là et puis ensuite aller maintenant au-delà. CEDEAO et puis ZLECAf. Et pour ça, il faut harmoniser effectivement les normes. Il faut simplifier les procédures. Il faut faire connaître les procédures et la réglementation. Il faut investir dans les infrastructures d'énergie, infrastructures numériques, et il faut renforcer les filières régionales prioritaires. Nous, on a vraiment, au niveau de la commission même de l'UEMOA, porté cette ambition de bâtir un espace économique attractif avec des filières régionales compétitives. Pour moi, ce sont 2 priorités qui sont même indissociables, je dirais, qui sont importantes, parce que sans financement adapté, les entreprises ne peuvent pas se structurer pour le marché régional. Et donc, sans marché régional accessible, les financements ne trouveront pas de projet rentable à l'échelle requise. Donc, vraiment, voilà, je dirais que globalement, 2 priorités structurantes que je viens de citer et qui sont indissociables. Cathy, j'aimerais rebondir tout à l'heure au début de notre entrevue. Tu as parlé de 13 écosystèmes, moteurs de la croissance structurelle, sur laquelle, je crois, c'est le plan stratégique repose sur ces 13 écosystèmes. Voilà.
de quoi s'agit-il, cet écosystème? D'accord, très bien. Donc effectivement, moi, nous au niveau de je suis dans l'administration, hein, même si c'est une organisation internationale. En général, quand on donne des éléments, on aime bien ne pas donc donner des réponses approximatives. Donc je préfère vous donner les 13 écosystèmes compétitifs exactement que nous avons identifiés pour une UMOA compétitive en 2040. Donc nous, ce sont vraiment, c'est là le cœur, le moteur de la croissance. Vous allez avoir, en fait, on peut catégoriser si vous voulez en trois catégories. Il y a tout Ouais. ce qui est industrie légère et extractive, c'est-à-dire biens de consommation, industrie extractive, artisanat, manufacture, c'est là-bas qu'on loge ça. Il y a tout ce qui est agro-industrie. On a identifié des filières euh, agro-industrielles. Cinq. Et le dernier, ce sont les services à valeur ajoutée. C'est là-bas qu'on va mettre tout ce qui est industrie culturelle créative, tourisme, logistique, tout ce qui est numérique ou bien les services environnementaux. Donc voilà les 13 écosystèmes qui ont été identifiés, que je partagerai avec vous pour que vous puissiez le diffuser pour nous. Il y a même sur YouTube un film, Impact 2030, avec Monsieur le Président qui essaie d'expliquer un peu la vision vers laquelle on est en train d'aller et comment est-ce que ce plan stratégique là repose vraiment sur le développement d'écosystèmes industriels ou de services compétitifs à l'échelle régionale avec avec 4 types de leviers majeurs. Les facteurs de production, donc agir sur les facteurs de production, tout ce qui est infrastructure, agir sur les échanges intracommunautaires, agir sur le capital humain, la compétence, et bien évidemment l'environnement des affaires. Le secteur privé est au cœur même de notre plan stratégique. Est-ce que tu as beaucoup insisté sur le secteur privé productif? Productif, c'est à quoi tu le dis à la fin. Oui, oui, c'est important. C'est important de préciser. C'est très important de Parfait. préciser. Effectivement. Kali, ben écoute, on arrive à la fin de notre interview et c'est le moment de vérité. Le moment de vérité, c'est la question, ce que personne ne nous dit, ce qu'on entend dans les couloirs, Le même meilleur. à la caméra, jamais personne ne va dire ça. Mais Kali, quand on observe le secteur privé en Afrique de l'Ouest, quelle est selon toi la vérité inconfortable sur le passage à l'échelle que beaucoup d'acteurs, publics comme privés, ont encore du mal à regarder en face? D'accord. De manière globale, je l'ai dit en fait un peu dans mon propos si tu as suivi au niveau de toute la logique de l'interview. Pour moi, on a collectivement, ensemble, nous tous, construit un écosystème qui accompagne la survie de nos entreprises, mais pas leur transformation. Je l'ai indiqué tout à l'heure, les ressources financières régionales sont massivement captées par la dette souveraine plutôt que d'être canalisées vers le secteur privé productif. Donc, le changement d'échelle va rester un discours et pas une réalité tant que nous n'allons pas travailler sur ces éléments-là. C'est-à-dire que chacun a sa part de responsabilité. Nous, au niveau des États, donc au niveau du public, il faut qu'on puisse être capable de réorienter les ressources financières régionales, l'utilisation, on va dire, donc des ressources financières régionales. Voilà. On lève des milliards sur le marché de titres publics. Je l'ai indiqué tout à l'heure avec des chiffres. Mais c'est une mobilisation massive, importante, mais qui permet aux États de fonctionner, hein, mais qui ne réduit, enfin, qui n'a pas d'impact réel sur notre secteur privé. On peut pas simultanément accroître l'endettement public, parce que c'est ça. Et à ce rythme-là, espérer que les banques financent massivement nos PME, c'est pas possible. Donc, il faut qu'on travaille dessus. Ensuite, disons que le passage à l'échelle exige un changement de paradigme même de la part des entreprises elles-mêmes. Vous créez votre entreprise, c'est bien. On encourage à la création d'entreprises. Mais déjà, il y a beaucoup d'informels. Si vous voulez mobiliser du financement, en tout cas du financement formel, il faut que vous vous formalisiez. Se formaliser ne veut pas dire forcément que vous allez être soumis à des contraintes. Bien au contraire, pour pouvoir accéder à ce financement-là, il va falloir que vous vous formalisiez. Il va falloir que vous puissiez savoir que quand une entreprise est vraiment bien structurée, elle se formalise, elle est soumise à des audits. Elle a une gouvernance. Il faut renforcer les capacités de cette gouvernance-là.
Voilà. Donc, c'est précisément cette transparence, cette structuration-là qui conditionne l'accès au financement adapté. Or, les entrepreneurs, bon, on ne les blâme vraiment pas, hein, on a dit c'est sans langue de bois. Je ne les blâme pas, mais vraiment, vous voulez changer d'échelle, mais déjà, procéder à une transformation profonde dans votre système euh, qui va vous permettre d'aller vers ce qui vous fait changer d'échelle. Donc, vraiment, aussi bien les politiques publiques, la manière donc d'utiliser, de mobiliser du financement, la dette, je l'ai indiqué, aussi que les pratiques entrepreneuriales sont mises en cause. Voilà. Donc, pour moi, vraiment, j'ai envie de dire que le changement d'échelle est une responsabilité partagée. Que ce soit le public, que ce soit les États, nous sommes tous engagés. Nous devons faire plus de réformes au niveau de l'environnement des affaires. Quand je dis nous publics, plus de réformes, pas que dans l'écrit, des réformes applicables, appliquées et connues. Les institutions financières, elles, toutes confondues, doivent adapter leurs instruments, ne pas permettre seulement l'accès, adapter aussi. Et les entreprises elles-mêmes, elles n'ont qu'à se revoir au niveau de leur structuration et leur ouverture, notamment à la transparence. Très important. En gros, c'est à bon entendeur. À bon entendeur. Non, franchement, Kadi, merci. Merci beaucoup, Kadi. Merci, Kadi, pour cette lecture très claire et très posée du terrain. Ce que tu viens de partager permet de mieux comprendre pourquoi le passage à l'échelle du secteur privé ne se résume ni à l'existence de financement, ni à l'adoption de politiques publiques. On voit à quel point ce sujet est avant tout systémique. Il touche à la coordination des acteurs, à la structuration des chaînes de valeur, à l'adéquation des instruments de financement, et pas uniquement l'accès, et à la capacité collective de transformer les dispositifs en impact réel. Kadi, merci pour cela. C'est ça. Et on se retrouve sur Entourage. Mais merci beaucoup, Raoudat. Vraiment, et comme je le dis, je suis totalement disponible, donc n'hésitez pas si vous avez besoin donc de plus d'informations, de plus de questions. Je suis totalement ouverte et accessible. En tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité, Raoudat. Kadi, merci à toi et à très bientôt. À bientôt. Alors, si vous regardez cette émission et que vous êtes un entrepreneur, un dirigeant ou un acteur économique en Afrique de l'Ouest, l'enjeu n'est peut-être pas seulement de chercher plus de financement ou de nouveaux dispositifs. L'enjeu est de comprendre comment s'inscrire dans un écosystème, comment se structurer pour grandir et surtout comment tirer pleinement parti des cadres existants. Sur Entourage, Kadi accompagne des entreprises, des institutions et des acteurs économiques qui souhaitent mieux comprendre les mécanismes, structurer leurs projets et naviguer plus efficacement dans des environnements économiques complexes. Parce qu'au-delà des annonces et des intentions, ce sont souvent des échanges personnalisés, ancrés dans la réalité du terrain, qui permettent de lever des blocages et de créer des dynamiques de croissance durable. Si vous souhaitez approfondir ces sujets ou échanger directement avec Kadi, vous pouvez réserver une session personnalisée sur la plateforme Entourage. Et si vous n'êtes pas encore prêt pour un accompagnement individuel avec notre expert, vous pouvez également nous rejoindre dans notre espace Entourage Plus. C'est un espace premium où nous proposons des expériences conçues sur mesure pour accélérer les trajectoires des professionnels et entrepreneurs en Afrique à travers des masterclass, des études de cas, des mentorats de groupe avec nos experts, des dîners privés en petit comité avec nos experts Pays Voyage et surtout l'accès à une communauté orientée action. Voilà, n'hésitez pas à remplir le sondage qui est en légende de cette vidéo si vous souhaitez réserver notre expert, Kadi, ou si vous souhaitez rejoindre Entourage Plus. Notre équipe vous contactera pour vous accompagner pour la suite. Merci encore de nous avoir suivis pour cet épisode de Le Terrain Parle et je vous dis à très bientôt pour un nouveau décryptage sur le terrain.